Faites venir le propriétaire, tout de suite. La voix de mon père a tonné dans le salon VIP drapé de velours, brisant le bourdonnement poli des conversations comme du cristal qu'on laisse tomber. Le visage de papa était d'un cramoisi marbré. Les veines de son cou palpitaient, alors qu'il pointait un doigt tremblant directement sur moi. À côté de lui, ma mère, Catherine, triturait ses perles, comme si elles étaient le dernier lambeau de dignité qui lui restait. Elle a aboyé que je n'avais rien à faire ici, sa voix dégoulinant d'un venin habituellement réservé à la vermine. Elle a dit au personnel de me regarder, prétendant que je gâchais la vue, et a exigé qu'il sorte cette ouvrière agricole d'ici avant qu'elle n'appelle elle-même la sécurité. Je suis restée là, immobile, mes bottes de travail incrustées d'argile fraîche de Saint, Émilion, ma chemise en flanelle sentant la terre et la brume matinale. Je n'ai pas dit un mot, je les ai juste regardés s'effondrer. Marc, le directeur général du château Vigne d'Or, un homme qui se déplaçait habituellement avec la grâce silencieuse du nombre, s'est avancé. Il n'a pas regardé mon père, il ne s'est pas excusé auprès de ma mère. Au lieu de cela, il a incliné légèrement la tête dans ma direction. « Bien sûr, monsieur Antoine », a dit Marc, sa voix calme mais portant le poids du marteau d'un juge. Il a dit à mon père qu'il pouvait certainement aller chercher la propriétaire pour lui, mais a noté que ce serait être difficile, vu qu'elle se tenait juste derrière lui. Le silence qui a suivi n'était pas juste calme. Il était absolu. C'était le bruit d'une vision du monde entière qui s'effondrait en temps réel. La mâchoire de mon père s'est décrochée, les yeux de ma mère se sont écarquillés, passant de Marc à mes bottes boueuses, essayant de résoudre une équation qui venait de devenir impossible. Avant que nous ne regardions leurs égos se briser comme une bouteille de rouge tombée au sol, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été sous-estimé par les gens qui auraient dû vous soutenir le plus ? 30 minutes plus tôt, je n'étais pas venu ici pour déclencher une guerre. J'étais venu vérifier le sol. Les vignes de Cabernet dans le quadrant nord montraient des signes de stress. Et quand les vignes parlaient, j'écoutais. C'était mon travail. C'était ma vie. J'étais viticultrice, celle qui murmure à l'oreille du sol. Pendant que les invités à l'intérieur sirotaient le produit fini, j'étais dehors, les mains dans la terre, à m'assurer qu'il y ait un produit à siroter. Je suis entrée dans la salle de dégustation réserve par l'entrée du personnel, avec l'intention de prendre un express rapide avant de retourner au tracteur. L'air à l'intérieur était lourd, parfumé d'eau de Cologne coûteuse et de la riche odeur boisée du vin vieilli. C'était un monde de soie et de cuir poli, un contraste frappant avec la terre sous mes ongles et l'odeur de raisins écrasés qui collait à ma peau. Et ils étaient là, occupant la table centrale, celle réservée aux membres platine. Il y avait ma famille, mon père, Antoine, ressemblant à un homme essayant trop fort d'avoir l'air important dans un costume démodé d'une saison. Ma mère, Catherine, critiquant la technique de service du sommelier, et ma sœur Chloé, faisant défiler son téléphone, l'air ennuyé malgré la bouteille de vin à 500 € ouverte devant eux. Je me suis figée. Ils n'étaient pas censés être ici. Le château Vigne d'Or était exclusif adhésion sur invitation seulement, avec une liste d'attente plus longue que la saison des vendanges. Ma famille avait de l'argent, bien sûr, ou du moins l'apparence, mais ils n'avaient pas ce genre d'accès. Puis, ils m'ont vue. C'est arrivé au ralenti. Chloé a levé les yeux la première, son regard se plissant en atterrissant sur mes bottes. Puis, elle a donné un coup de coude à maman. Puis, papa s'est tourné. La reconnaissance a été instantanée, suivie immédiatement par une vague de dégoût pur et non filtré. Ils n'ont pas vu leur fille. Ils ont vu une tache, un bug dans leur après-midi parfait. Chloé a demandé ce que je faisais là. Sa voix traversant la pièce, perçante et incrédule. Elle a demandé si j'avais perdu mon boulot à la coopérative. Maman n'a même pas attendu la réponse. Elle a scanné la pièce, terrifiée que quelqu'un d'important ait pu remarquer le lien. Elle a chuchoté bruyamment que je faisais la manche, convaincue que j'étais là pour demander de l'argent, et a exigé qu'Antoine fasse quelque chose. Je les ai regardés, et un calme étrange s'est installé en moi. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. J'ai réalisé à ce moment-là pourquoi ils riaient. Ce n'était pas juste parce que je ressemblais à une ouvrière, c'était parce que se moquer de moi était la seule chose qui les maintenait ensemble. Voyez-vous, ma famille fonctionne sur une fréquence très spécifique. C'est un groupe de personnes insécurisées qui créent des liens en trouvant un ennemi commun. C'est un piège. Vraiment le piège de la normalisation de la cruauté. S'ils peuvent me pointer du doigt et dire « Regardez-la »,
Regardez comme elle est basse. Alors, par défaut, ils doivent être hauts. Ils m'utilisent comme bouc émissaire pour se distraire de leurs propres échecs, de leur propre pourriture financière, de leur propre vide. Si je suis l'échec, alors ils peuvent être les réussites, même si leur succès est entièrement construit sur des cartes de crédit et de la prétention. C'est un mécanisme de survie pour une famille qui se noie. Grimper sur le membre le plus faible, pour garder la tête hors de l'eau. Mais aujourd'hui, ils avaient grimpé sur la mauvaise personne. J'ai marché vers leur table, mes bottes résonnant lourdement sur le plancher en bois récupéré. La boue du quadrant nord laissait de faibles empreintes sombres derrière moi. Je les ai saluées calmement. Papa m'a sifflé de ne pas dire bonjour. Il m'a dit de me regarder, disant que je ressemblais à une clocharde. Il a demandé si je creusais des fossés maintenant, et si c'était ce que mon diplôme m'avait rapporté. Je lui ai dit simplement que je vérifiais les vignes. Chloé a ri, un son sec et cassant, et m'a accusé de violation de propriété. Elle a demandé si j'essayais de voler du raisin, et m'a dit d'avoir un peu de dignité. Maman a ajouté qu'ils étaient membres ici, redressant sa colonne vertébrale comme si cela ajoutait des centimètres à sa stature morale. Elle a dit qu'ils payaient une fortune pour la tranquillité, et ne payaient pas pour être harcelés par le personnel de service. J'ai posé des questions sur leur adhésion, jetant un coup d'œil à la bouteille de « Le Souverain » posée sur leur table. C'était le millésime phare du domaine, sorti seulement la semaine dernière. J'ai noté que je ne voyais pas leur nom sur le registre. Papa a menti avec aisance, bombant le torse, prétendant qu'ils étaient invités du conseil d'administration pour des affaires importantes. Il a ajouté que je ne comprendrais pas les affaires, vu que ma plus grande évolution de carrière était d'apprendre à conduire un tracteur. Il a attrapé la bouteille de vin et l'a agitée vers moi, faisant tanguer le liquide cramoisi dangereusement près du bord de son verre. Il a ricané, demandant si je voyais la bouteille. Il m'a dit que c'était une bouteille de vin à 500 € et que c'était le goût du succès. Il a dit que je sentais le fumier, m'a traité de raté et m'a accusé d'avoir choisi la terre plutôt que les dividendes. Il s'est moqué de moi pour avoir mendié des miettes à leur table. J'ai regardé la bouteille. J'ai regardé leurs mains douces, manucurées, tenant des verres en cristal qu'ils n'avaient pas mérités. Puis j'ai regardé mes propres mains tachées de violet, calleuses, rugueuses. Je leur ai dit que je n'avais pas choisi la terre, ma voix baissant d'une octave. Je leur ai dit que j'avais choisi le travail, et qu'il y avait une différence. Chloé a souri en coin, disant que la différence était qu'ils le buvaient, et que moi je marchais dedans. Elle m'a dit de partir avant qu'ils ne me fassent jeter dehors, me répétant que je leur faisais honte. C'était encore là. La honte. Le mot qui avait défini toute mon enfance. J'étais embarrassante parce que j'aimais la science au lieu des mondanités. J'étais embarrassante parce que je voulais créer, pas juste consommer. Papa a fait signe au directeur, claquant des doigts en l'air, exigeant une attention immédiate. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché. Je suis juste restée là, laissant l'injustice m'envahir, la cataloguant comme des points de données dans un tableau Excel. Ils pensaient que c'était un restaurant. Ils pensaient qu'ils étaient les clients et que j'étais la nuisance. Ils n'avaient aucune idée qu'ils se tenaient au milieu de l'œuvre de ma vie. Et j'ai décidé, juste là, que je n'allais pas les interrompre. J'allais les laisser creuser. J'allais les laisser empiler la terre si haut que lorsqu'elle s'effondrerait finalement, elle les ensevelirait complètement. J'ai demandé doucement s'il voulait vraiment faire ça. Il a craché qu'il le voulait absolument, disant que quelqu'un devait m'apprendre ma place. J'ai souri. C'était un sourire petit et froid. Je lui ai dit d'accord, et j'ai dit que nous devrions découvrir où c'était. Mon père n'a pas reculé. En fait, il s'est penché. Son eau de Cologne, un truc lourd et musqué, qui coûtait plus cher que ma première voiture, jurant violemment, avec l'odeur de la terre humide sur mes vêtements. Antoine a ricané, sa voix tombant dans un murmure théâtral destiné à m'humilier sans déranger les tables voisines. Il m'a dit que ma place était dehors, à frotter les pneus des voitures sur le parking, pas à l'intérieur à respirer le même air que les gens qui contribuent réellement à la société. Catherine, ma mère, a fait un demi-pas en arrière, se pinçant le nez avec une main manucurée. Elle a dit à Antoine de ne pas s'approcher trop près, prétendant que Dieu seul savait dans quoi je m'étais roulée. Elle m'a dit que je sentais le compost, et a qualifié ça d'absolument révoltant. Je lui ai dit que ça s'appelait du sol, gardant mes mains le long du corps pour éviter de tacher la nappe. J'ai expliqué que c'était là que les choses poussaient, ajoutant que je savais qu'elle n'était pas familière avec le concept. Ses yeux se sont rétrécis en fente. Elle a insisté sur le fait qu'elle connaissait les standards et a prétendu que je n'en avais aucun.
Elle m'a dit de regarder ma sœur, Chloé. Elle a fait un geste vers Chloé, qui se pavanait dans son chemisier en soie, l'image même de l'élégance achetée et payée. Chloé a fait tourner son verre de vin, regardant les jambes cramoisies du millésime couler le long du cristal. Elle m'a regardée avec une pitié qui ressemblait à une gifle. Chloé a utilisé mon surnom, Brindille, qu'elle n'avait pas gagné le droit d'utiliser depuis 5 ans, et a dit que c'était vraiment triste. Elle a prétendu qu'ils avaient essayé de me prévenir, mentionnant l'offre de papa pour un stage à la banque et la tentative de maman de me caser avec un promoteur. Mais elle a dit que je devais aller jouer dans la terre. Elle a pris une gorgée de vin, ses yeux se fermant dans une extase théâtrale. Elle a continué, ouvrant les yeux pour percer les miens, se vantant d'avoir épousé un homme qui construit l'avenir. Elle a mentionné que Julien venait de boucler une levée de fonds de série B pour 40 millions d'euros et qu'il cherchait des maisons de vacances à Côme. Elle a demandé ce que je faisais tailler des buissons ou conduire un tracteur et a dit que c'était gênant de dire aux gens que nous étions apparentés. Je lui ai dit sèchement que je ne taillais pas des buissons, je gérais des écosystèmes. Papa m'a aboyé de leur épargner les bêtises de hippie. Il a attrapé la bouteille posée au centre de la table, un magnum de Le Souverain. Il a saisi le goulot de la bouteille comme une arme, la soulevant pour que l'étiquette à la feuille d'or attrape l'éclairage encastré. Il a demandé si je savais même ce que c'était, secouant légèrement la bouteille devant mon visage. Il m'a dit que c'était Le Souverain, le millésime le plus exclusif de la vallée, et qu'il fallait être sur une liste juste pour le regarder. Il a souligné que ça coûtait 500 € la bouteille, ajoutant que c'était probablement mon loyer pour le mois. J'ai regardé la bouteille. Je connaissais son poids. Je connaissais la texture du verre. J'ai récité mécaniquement que c'était un assemblage de Cabernet 2010 à 9, cultivé sur la crête volcanique du bloc 4, vieilli 22 mois en chêne français, avec des notes de mûre, de cèdre et de graphite. Papa s'est moqué, claquant la bouteille sur la table. Il m'a félicité pour avoir mémorisé une brochure, mais a dit que ça ne voulait pas dire que je pouvais me permettre de le boire ou que j'avais ma place dans la pièce avec. Chloé a ajouté que j'étais une consommatrice, sa voix dégoulinant de mépris. Elle s'est corrigée, disant que je n'étais même pas ça, j'étais une spectatrice debout à l'extérieur, regardant à l'intérieur, me demandant pourquoi le monde ne me donnait pas un ticket d'or. Elle m'a dit de vérifier la réalité, disant qu'il fallait gagner le ticket, et a prétendu que je n'avais gagné que de la terre. Je les ai regardés. Ils buvaient du vin pour lequel j'avais saigné. Ils étaient assis sur des chaises que j'avais sélectionnées à la main. Ils se prélassaient devant une vue que j'avais curée, taillée et protégée du gel et du feu. Et ils utilisaient le fruit de mon travail pour me soumettre. C'était la justification ultime. S'ils avaient montré ne serait-ce qu'une lueur de curiosité, s'ils avaient demandé pourquoi j'étais boueuse, pourquoi je m'y connaissais en vin, j'aurais pu leur offrir une sortie gracieuse. J'aurais pu les prendre à part en privé. Mais ils ne voyaient pas une personne. Ils voyaient un accessoire pour leur propre ego. Ils voyaient un miroir qui reflétait leurs insécurités. Et ils voulaient le briser. J'ai dit à Chloé qu'elle avait raison. Et j'ai laissé une paix étrange et froide s'installer dans ma poitrine. Je lui ai dit que j'avais mérité ça. Papa a crié que je n'avais rien mérité, sa patience craquant. Il s'est retourné, scannant la pièce frénétiquement, jusqu'à ce qu'il croise à nouveau le regard de Marc. Il a exigé de savoir où était la sécurité et lui a ordonné de virer la vagabonde immédiatement. Marc s'est avancé. Son visage était un masque impassible, mais j'ai capté le léger tressaillement de sa mâchoire. Il attendait mon signal. J'ai regardé mon père une dernière fois. Je voulais me souvenir de ce moment. Je voulais me souvenir exactement à quelle hauteur il tenait sa tête avant que la guillotine ne tombe. J'ai chuchoté qu'il pouvait y aller et passer l'appel. Marc a sorti son téléphone de sa poche de veste, son pouce planant au-dessus de l'écran. Mon père le regardait avec une satisfaction suffisante, croisant les bras sur sa poitrine comme s'il venait de gagner une négociation. Mais alors que Marc attendait mon signal, les bruits de la salle de dégustation, le tintement des verres, le murmure bas des commérages, le rire narquois de ma sœur se sont estompés en un bourdonnement sourd. Je n'étais plus dans la pièce. J'étais de retour dans la cuisine de la maison de mes parents. Il y a 3 ans, papa avait hurlé que je gâchais ma vie, son visage de la même teinte violette que maintenant. Il a crié qu'il n'avait pas payé des écoles privées pour que je devienne fermière. Il m'a dit d'épouser l'associé de Julien ou de me débrouiller seule, déclarant qu'ils avaient fini de financer mes hobbies. Je n'ai pas discuté à l'époque. J'ai juste fait mon sac. Je n'ai pas pris leur argent. Je n'ai pas pris leur relation. J'ai pris mes économies, mon diplôme et une dette terrifiante. Quand j'ai signé l'acte, cet endroit n'était pas le château Vigne d'Or. C'était un cimetière. Le sol était épuisé.
Les lignes d'irrigation étaient pourries, et les vignes étaient étranglées par la maladie. La banque appelait ça un passif. Ma famille aurait appelé ça un dépotoir. J'appelais ça une page blanche. Je n'ai pas rénové la salle de dégustation en premier. Je n'ai pas acheté de rideaux de soie, ni engagé une agence de relations publiques. J'ai vécu dans une caravane sur la crête sud pendant 10 à 8 mois. Je me réveillais à 3 heures du matin chaque nuit pendant la saison du gel, allumant des bougies anti-gel avec des doigts gelés pour empêcher les bourgeons de mourir. J'ai taillé à la main 6 hectares parce que je ne pouvais pas me payer une équipe. Mes mains n'étaient pas manucurées parce qu'elles étaient trop occupées à saigner. Je me souviens de l'odeur de cette première vendange. Ça ne sentait pas l'argent. Ça sentait la sueur, le diesel et le raisin doux en fermentation. Je me souviens du jour où les analyses de sol sont revenues équilibrées, pour la première fois niveau d'azote parfait, pH stabilisé. J'ai pleuré au milieu de la rangée 12. Pas parce que j'étais triste, mais parce que la terre m'avait enfin répondu. C'est ça la différence entre nous. Ma famille regarde une bouteille de vin et voit un symbole de statut. Ils voient une étiquette de prix dont ils peuvent se vanter. Ils voient un accessoire pour leur fil Instagram. Je regarde cette bouteille et je vois l'ADN de la terre. Je vois la lutte de la vigne forçant ses racines à travers la roche-mère pour trouver de l'eau. Je vois la science de la fermentation, l'art de l'assemblage, le courage pur et non glamour requis pour transformer la lumière du soleil et la pluie en quelque chose de complexe et de beau. Ils ont regardé mes bottes boueuses et ont vu l'échec. Ils ont vu un manque d'hygiène. Ils ont vu quelqu'un qui n'avait pas sa place dans leur monde aseptisé et climatisé. Ils n'ont pas réalisé que la boue sur mes bottes valait plus que la soie sur leur dos. Cette terre n'était pas de la saleté. C'était de la donnée. C'était de l'histoire. C'était la raison pour laquelle le vin dans leur verre avait le goût de mûre et de graphite au lieu du vinaigre. Je n'ai pas acheté cette vue avec un fonds fiduciaire. Je ne me suis pas mariée avec comme Chloé. Je l'ai sculptée à flanc de colline de mes 2 mains. J'ai mérité chaque centimètre de ce sol sur lequel il se tenait. Le bourdonnement de la pièce est revenu. J'ai cligné des yeux, le souvenir reculant. Papa fixait toujours Marc. Impatient, arrogant, complètement inconscient qu'il se tenait sur ma terre. Il voyait une ouvrière agricole. Je voyais la femme qui possédait le champ. Marc m'a regardé, ses sourcils levés dans une question silencieuse. Maintenant, j'ai pris une inspiration, inhalant l'odeur du vin mon vin émanant de leur table. Ça sentait la victoire. Marc n'a pas appelé la sécurité. Il est juste resté là, téléphone en main, regardant mon père avec une expression qui oscillait quelque part entre la pitié et l'ennui. Papa a aboyé, claquant sa main sur la table, faisant sursauter les verres en cristal. Il a demandé ce que Marc attendait et lui a rappelé qu'il avait donné un ordre direct. Il a menacé d'avoir le badge, le boulot et la réputation de Marc avant midi. S'il ne virait pas l'intruse, Marc a commencé à parler, sa voix calme. Je lui ai dit d'arrêter. Le seul mot a coupé la tension comme un sécateur. Je me suis approchée de la table, ignorant la façon dont maman reculait comme si j'étais contagieuse. Je n'ai pas regardé Marc. J'ai regardé la bouteille de vin posée entre eux, le magnum de « Le Souverain ». J'ai parlé doucement à mon père, disant que j'avais une question avant que Marc ne passe l'appel. Je lui ai demandé comment il était. Papa a cligné des yeux, déstabilisé par le changement de trajectoire. Il a demandé ce que je voulais dire. J'ai fait un signe de tête vers son verre, et j'ai clarifié que je parlais du vin. Je lui ai rappelé qu'il avait dit que c'était le meilleur millésime de la vallée, et qu'il avait le goût du succès. J'ai demandé s'il mentait pour marquer un point, ou s'il le pensait. Il a ricané, faisant tourner le liquide sombre dans son verre. Il a insisté qu'il le pensait, le qualifiant d'exquis, complexe et raffiné, tout ce qu'il prétendait que je ne comprendrais jamais. Chloé est intervenue, désespérée d'avoir l'air connaisseuse, disant qu'il avait une longue finale avec des notes de cerises noires et de tabac. Je l'ai corrigé automatiquement, déclarant que c'était mûr et graphite avec une pointe d'anis étoilée en fin de bouche. Chloé a ricané, me félicitant d'être capable de lire l'étiquette. Je me suis avancée jusqu'au bord de leur table et je lui ai dit que je n'avais pas lu l'étiquette. J'ai tendu la main. Maman a haleté, pensant probablement que j'allais attraper la bouteille pour la briser. Au lieu de cela, je l'ai simplement tournée pour que la contre-étiquette leur fasse face. Je leur ai dit que je l'avais écrite. Ils m'ont fixée. Le silence dans la pièce a commencé à cailler. Papa a demandé de quoi je parlais, sa voix perdant un peu de sa superbe. J'ai pointé le petit symbole gaufré en or au bas de l'étiquette avant,
et j'ai demandé s'il pensait que c'était une vigne ou une feuille de vigne stylisée. Papa a plissé les yeux sur la bouteille. Maman s'est penchée, le front plissé. Je leur ai dit que ce n'était pas une vigne. J'ai dit que c'était un dé, pour Delacroix. J'ai regardé la réalisation les frapper par vagues. D'abord la confusion, puis le déni, puis une horreur rampante et froide. J'ai continué, ma voix stable et clinique, expliquant que j'avais assemblé ce millésime en 2019. Je leur ai dit que j'avais pris la décision de vendanger le bloc 4 la nuit pour préserver l'acidité et choisi les barriques de chêne français avec la chauffe moyenne. J'ai expliqué que j'avais goûté chaque barrique dans la cave pendant 3 ans, affinant cet assemblage jusqu'à ce qu'il soit parfait. J'ai dit à papa qu'il ne buvait pas une marque, il buvait mon travail, ma sueur et la terre, dont il venait de se moquer. Maman a chuchoté que j'étais une menteuse, mais sa main tremblait en reposant son verre. J'ai dit à Catherine que je n'avais pas acheté le raisin. Je l'avais fait pousser. Je lui ai dit que je n'avais pas acheté le domaine. Je l'avais construit. J'ai regardé Marc, et je lui ai demandé qui avait créé l'assemblage souverain 2019. Marc n'a pas hésité. Il a confirmé que c'était la propriétaire, mademoiselle Delacroix, et a déclaré que c'était son millésime signature. Mon père a regardé le verre dans sa main comme s'il s'était soudainement transformé en poison. Il venait de passer 10 minutes à se vanter de son goût, de son raffinement, de sa capacité à apprécier les choses fines. Et maintenant il savait que la chose même qu'il utilisait pour me rabaisser, c'était moi. Il consommait mon succès tout en crachant sur mon nom. Papa a bégayé, son visage se vidant de sa couleur, demandant si je l'avais fait. Je lui ai dit que je l'avais fait. J'ai ajouté que je possédais la chaise sur laquelle il était assis, la table sur laquelle il s'appuyait, et le toit au-dessus de sa tête. Je lui ai dit qu'il voulait connaître ma place, et je l'ai informé qu'il était assis dessus. L'air a quitté la pièce. La dynamique de pouvoir n'a pas juste changé. Elle s'est évaporée. Ils n'étaient plus des VIP. Ils étaient des invités dans ma maison, et ils venaient d'insulter l'hôtesse. Je leur ai tourné le dos, et j'ai dit à Marc qu'il pouvait passer cet appel. Marc s'est avancé, sa posture rigide, sa voix projetant juste assez pour s'assurer que toute la salle entende le verdict. Il tenait une tablette à la main, tapotant l'écran avec une finalité qui résonnait comme un coup de feu dans le silence. Il a déclaré que Mlax Delacroix avait acheté le château Vigne d'Or en février dernier. Il a annoncé que le prix d'acquisition était de 36 millions d'euros et a ajouté qu'elle avait depuis investi 11 millions supplémentaires dans les rénovations et les améliorations viticoles. Il a déclaré qu'elle était la propriétaire unique. 36 millions. Le chiffre a flotté dans l'air, lourd et suffocant. J'ai vu les lèvres de mon père bouger, essayant de former les syllabes, mais sa voix l'avait abandonné. Il m'a regardé, et pour la première fois de ma vie, il n'a pas regardé de haut. Il a regardé vers le haut, mais ce n'était pas avec respect. C'était avec une faim désespérée et agrippante. Papa a bégayé mon nom, Élise, son visage passant de la rage violette à un gris pâle et moite. Il a demandé comment j'avais 36 millions d'euros, prétendant qu'il ne savait pas, et disant que s'ils avaient su, les choses seraient différentes. Je me suis appuyée contre la table, croisant les bras sur ma chemise en flanelle, et j'ai demandé ce qui se serait passé s'ils avaient su, s'ils auraient été plus gentils, ou m'auraient laissé m'asseoir à la table. Catherine a lâché que nous étions une famille, sa voix perçante. Elle a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. Elle m'a appelée chérie, a dit que c'était merveilleux, et a demandé pourquoi je ne leur avais pas dit pour que nous puissions célébrer. Elle a prétendu que c'était à nous. J'ai répété les mots « à nous », goûtant la bile dedans. Antoine a redressé sa veste, essayant de rassembler les fragments de sa dignité. Il a dit que j'étais une Delacroix, et que c'était un actif familial maintenant. Il a suggéré que nous pourrions gérer ça ensemble, prétendant qu'il avait de l'expérience dans l'immobilier et pouvait aider à gérer le côté business pour s'assurer qu'on ne profite pas de moi. Je l'ai regardé essayer de pivoter, essayer de réécrire l'histoire en l'espace de 10 secondes. Et c'est là que je l'ai vu. L'illusion. Pendant des années, j'ai cru que mon père était un géant. Je pensais que sa cruauté était un symptôme de son pouvoir. Mais en le regardant maintenant transpirant, changeant de pied, s'agrippant à une fille qu'il avait jetée 5 minutes plus tôt, j'ai réalisé qu'il n'était pas puissant. Il était juste bruyant. C'est l'illusion de pouvoir du portefeuille vide. L'identité entière de mon père était construite sur l'avoir, pas l'être. Sa classe n'était pas un trait de caractère. C'était une carte de membre. C'était un costume loué. Il pensait que l'argent le rendait important, alors il supposait que sans argent, je n'étais rien. Mais l'inverse était la vérité.
Quand vous enlevez les cartes de crédit et l'accès au club, il ne reste aucun homme en dessous. Il y a juste un vide là où une âme devrait être. Il s'est effondré si vite parce qu'il n'y avait aucune intégrité structurelle à son caractère. Et je venais de retirer la clé de voûte. J'ai dit froidement à papa qu'il n'y avait pas de « nous » et pas d'ensemble. Je lui ai rappelé qu'il avait été très clair quand il m'avait traité de vagabonde devant mon propre personnel. Il a plaidé qu'il était en colère et a appelé ça un malentendu. Je lui ai dit que ce n'était pas un malentendu. C'était une révélation. Je me suis tournée vers Marc et j'ai demandé la politique concernant les invités qui harcèlent le personnel. Marc n'a même pas scié. Il a déclaré qu'il y avait une tolérance zéro, signifiant la révocation immédiate de l'adhésion et une interdiction permanente des lieux. Chloé a hurlé qu'il n'avait pas harcelé le personnel, regardant autour d'elle les autres convives qui observaient maintenant avec une fascination non dissimulée. Elle a prétendu qu'il parlait juste à leur sœur. Je l'ai corrigé, disant qu'il parlait à la viticultrice. J'ai listé leurs offenses. La traité de sale, la traité de ratée, et exigé qu'elle soit virée parce que ses bottes les offensaient. J'ai déclaré fermement que c'était du harcèlement. J'ai regardé mon père, et je lui ai dit qu'il voulait m'apprendre les conséquences. Alors voici la leçon. J'ai fait un signe à Marc. Je lui ai ordonné de révoquer leur adhésion avec effet immédiat, de rembourser leurs cotisations annuelles au prorata de l'heure, et de les escorter dehors. Antoine a rugi que je ne pouvais pas faire ça, la panique brisant enfin le vernis. Il a crié qu'il était Antoine Delacroix et un membre fondateur. Je lui ai dit qu'il était un membre, mais que maintenant, il était juste un intrus. Marc a fait signe aux 2 gardes de sécurité qui se tenaient près de l'entrée. Ils se sont approchés, silencieux et imposants. L'un d'eux a fait un geste vers la porte et lui a demandé de partir. Mon père m'a regardé une dernière fois. Il cherchait la petite fille qui avait l'habitude de mendier son approbation. Il cherchait la fille qui s'excuserait juste pour garder la paix. Elle n'était pas là. Il a chuchoté mon nom, Élise. Une supplique finale et désespérée. Je lui ai dit adieu et je l'ai prévenu de ne pas trébucher sur la terre en sortant. Les gardes de sécurité les ont escortés par les doubles portes, passé le bar de dégustation et descendu les marches en calcaire. J'ai regardé à travers les baies vitrées alors qu'ils passaient devant les vignes mêmes que j'avais plantées de mes propres mains il y a 3 ans. Ils n'ont pas regardé les raisins. Ils ont juste regardé leurs pieds, trébuchant légèrement sur le chemin de gravier, 4 silhouettes rétrécissant contre l'immensité du domaine qu'ils prétendaient posséder il y a juste 1 heure. Quand les lourdes portes en chêne ont finalement cliqué en se fermant, le silence qui s'est engouffré dans la pièce n'était pas vide. Il était lourd. Il était propre. Le personnel n'a pas applaudi. Ce n'était pas un film, et je ne voulais pas d'applaudissements. Marc a simplement fait signe au barman de débarrasser la table. Alors qu'il ramassait la bouteille de souverain encore à moitié pleine, il s'est arrêté et m'a regardé. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, seulement un respect profond et solide. Il savait que je n'avais pas juste défendu mon ego. J'avais défendu l'intégrité de cet endroit. J'avais défendu le travail. Marc a demandé s'il devait reboucher la bouteille. Je lui ai dit non et j'ai marché jusqu'au bar. Je lui ai demandé de me verser un verre pour que je puisse vérifier le contrôle qualité. Il a versé. Le liquide était sombre, opaque, tourbillonnant avec l'histoire de cette terre. J'ai pris une gorgée. Ça avait le goût de mur et de graphite. Ça avait le goût de la protection contre le gel à 3 heures du matin et des mains pleines d'ampoules. Ça avait le goût de la vérité. Debout là, regardant le soleil descendre plus bas sur les collines, j'ai réalisé quelque chose. L'effondrement de ma famille n'a pas réparé le passé. Ça n'a pas effacé les années à être ignorées ou la brûlure de leurs insultes. Mais ça a fait quelque chose de mieux. Ça a nettoyé le champ. Vous voyez, la vengeance, c'est comme le sucre. Ça vous donne un rush rapide, un pic d'énergie, mais ensuite vous vous écroulez. Ce sont des calories vides. Mais la justice constructive, c'est comme des protéines. Ça vous soutient. Ça construit du muscle. J'ai regardé le rapport de revenus que Marc avait laissé sur le comptoir, le revenu projeté de la vendange de cette saison. C'était beaucoup d'argent. Assez pour acheter un yacht, ou une résidence secondaire, ou toutes les chemises en soie du monde. Mais je n'allais pas faire ça. J'ai dit à Marc de ne pas remettre le remboursement de leurs cotisations dans le grand livre général. Il a demandé où il devait l'allouer. Je lui ai dit de lancer un nouveau fonds, appelé la Bourse Racine. J'ai dit que je voulais que ça aille aux jeunes femmes dans la viticulture, spécifiquement celles qui ne pouvaient pas se payer le diplôme, et qui avaient de la terre sous les ongles avec personne pour parier sur elle. C'est ça la justice du semeur. On ne coupe pas juste la maladie, on plante quelque chose de plus fort à la place.
Je n'allais pas laisser la toxicité de ma famille empoisonner ce sol. J'allais utiliser leur argent pour faire grandir la prochaine génération de celles qui murmurent à l'oreille du sol des filles qui seraient jugées pour leurs bottes, tout comme je l'ai été. Je suis sortie de la salle de dégustation, laissant le luxe derrière moi. Je suis retournée au vestiaire et j'ai attrapé ma veste. Le soleil se couchait, jetant de longues ombres dorées à travers les rangées de vignes. Je suis retournée dans la terre, mes bottes s'enfonçant légèrement dans le sol. C'était là que j'avais ma place. Pas dans la salle du conseil, pas à la table VIP, mais ici, parmi les racines, si vous écoutez ceci, et que vous êtes celle qui est au bord de votre famille. Si vous êtes celle qu'ils appellent difficile, ou bizarre, ou gênante, j'ai un message pour vous. Ils vous appellent le mouton noir parce que vous ne rentrez pas dans leur enclos. Ils veulent que vous blanchissiez votre laine, que vous vous fondiez dans la masse, que vous soyez plus petit. Mais le mouton noir est le seul qui peut changer la couleur du troupeau. Ou, mieux encore, le mouton noir est le seul assez courageux pour quitter le troupeau entièrement et trouver son propre pâturage. Ne les laissez pas vous faire honte pour vos bottes boueuses. Cette boue est la preuve que vous construisez quelque chose de vrai. Laissez-leur leurs mains propres et leurs titres vides. Vous, gardez le travail. Vous, gardez la vérité. Et finalement, quand la vendange viendra, et elle vient toujours, vous n'aurez pas à leur dire qui vous êtes. Ils seront déjà en train de boire votre vin.